Je vais tout de suite passer la parole à la salle. Si quelqu'un souhaite réagir, donc soit au propos de Maryse ou à celui de Stéphanie, ou les deux, bien sûr, hein, puisqu'il y a des questions tout à fait transversales hein, qui sont abordées ici. On vous écoute. Alors, je ne sais pas où je vois les mains levées dans les participants, je suppose. Françoise, je crois. Oui, merci Maryse et merci Stéphanie. Comme vous avez fait le parallèle et un peu aussi le contraste entre le cas que vous discutez et puis ce qui s'est passé chez nous, notamment après le meurtre de Samuel Paty, je reviens sur cette comparaison et sur ce que j'ai essayé de faire moi-même hier, c'est-à-dire réfléchir à ce que signifiaient les valeurs républicaines d'un point de vue de philosophie politique. Et j'étais tombée sur cette dimension interpersonnelle, horizontale, qui constitue, selon Patrick Farreau, par exemple, la base du civisme ordinaire, qu'on peut appeler le respect, la considération d'autrui, que le programme d'enseignement moral et civique que nous avons appelle respect d'autrui, combiné au respect de soi. Et je suis frappée que dans les vocabulaires analytiques que vous avez mobilisés, il n'y a pas ni respect, ni considération, ni dignité, etc. Tu as parlé, Stéphanie, de Honnête. Honnête a tout un travail sur cette question du mépris et du non-respect, par conséquent, de misrecognition. Et il y a toute une réflexion sur misrecognition dans Honnête. Apparemment, tu as commencé avec Honnête et tu l'as oublié, tu l'as laissé tomber au bénéfice d'un cadre analytique que moi j'utilise très peu parce que je le trouve assez critiquable, somme toute, le cadre de Boltanski était venu. Alors, c'est pas du tout le moment de discuter de ça, hein, je veux pas dire ça, mais voilà. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé toutes les deux de cette question de respect? Le respect, est-ce que ça n'a pas de place dans le débat qui se poursuit au Québec sur ce mot en haine et la demande des étudiants d'être mieux protégés? Marie, Stéphanie, ouais, je peux commencer si tu veux. En fait, il y a plusieurs dimensions au respect dans cette histoire qu'on peut interroger sous plusieurs angles, en fait. D'abord, sur le plan personnel, dans l'échange et avec l'enseignante et les étudiants, pardon. Dans quelle mesure est-ce que le respect de la dignité des personnes a été atteint, mais aussi le respect des droits et libertés fondamentales? Si le cas avait été judiciarisé, par exemple, au regard de la Charte des droits, il y a plusieurs atteintes aux droits et libertés qu'on aurait pu voir émerger dans cette situation, c'est-à-dire d'abord l'atteinte à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de la personne, de sa personne, qui est de l'article 1 de la Charte, en fait, puisque l'affaire a été portée sur les réseaux sociaux avec les coordonnées privées de l'enseignante. Et donc, dans ce cas-là, elle aurait pu invoquer le respect de ses droits et libertés fondamentales. Donc, comme Stéphanie, tu parlais de violence, mais ça, c'est une forme de violence, en fait, le respect. La violence et le non-respect des droits et libertés fondamentales. L'article 3 de la Charte, c'est la liberté d'expression, de conscience, d'opinion. Et donc, dans les deux cas, est-ce que le fait d'enseigner sur des sujets sensibles, le prof pourrait invoquer ces libertés fondamentales? Donc, comme tu l'as mentionné, ça a été mentionné par McGill dans sa lettre sur la liberté académique, le choix des sujets, etc. Alors que mais ça peut entrer mais cette liberté donc peut entrer en conflit avec la dignité des personnes, mais il y a comme tu dis, une intimité dans cette définition de la dignité qu'il faudrait approfondir parce que les subjectivités personnelles de la souffrance, comme tu parlais des affects et de l'approche de Boltanski sur l'inspiration, deviennent une confrontation à la liberté d'expression de l'autre. Donc, le respect mutuel
il se trouve, où est la limite ou la ligne dans cette situation-là. Et ça, c'est intéressant pour cette réflexion-là. Aussi, toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur, donc aussi la faire porter devant les réseaux sociaux pour décrédibiliser la position de l'enseignante, c'est aussi une atteinte à l'article 4 de la Charte des droits et libertés, qui a préséance au Québec et au Canada sur les autres lois. Hein. C'est la loi la plus fondamentale, donc tout passe par le filtre, d'une certaine façon, des droits et libertés dans la perspective canadienne. Donc ça, c'est important à considérer, là. C'est pas négligeable. Et est-ce qu'il y a eu atteinte, est-ce qu'il y a eu discours haineux? Le discours haineux, c'est encadré par le Code criminel. Selon l'enseignante, il n'y a pas eu de discours haineux qui visait la dignité de la personne. Donc, il y a 3 articles du Code criminel, 319 entre eux, qui considèrent qu'un discours haineux, dans le fait, est lié à la propagande ou au déni d'une personne de façon systématique du fait qu'elle appartient à un groupe en particulier. Et donc, ça va avoir des effets préjudiciables en termes de sécurité pour ce groupe-là dans la société ou en termes de réputation. L'article 5 a aussi été de la Charte a aussi été atteint par le droit à la vie privée, le respect à la réputation et à la vie privée de la personne. Donc, le droit à l'égalité, les deux positions auraient pu être évoquées. Est-ce que les étudiants peuvent faire valoir que leur droit à l'égalité en termes de discrimination selon des motifs, race, couleur, origine, a été atteinte? Je ne pense pas que devant la Charte, c'est une situation discriminatoire au sens juridique du terme parce que la discrimination vise le droit à l'égalité. Est-ce que, donc là, il y a tout un débat qu'on peut avoir autour de ça. Est-ce que c'est une atteinte au droit à l'égalité et donc au respect du droit à l'égalité est-ce que ça porte un réel préjudice, par exemple, aux individus dont le mot, qui sont offusqués par l'utilisation de ce mot dans l'accès au savoir ou dans le traitement des savoirs? Et là, ça pose la question de la façon dont ça a été amené par la prof, mais est-ce que ça pose une atteinte discriminatoire dans l'accès au savoir et au traitement des savoirs? La prof essaie de c'est ça. Et donc, voilà, donc le respect, pour moi, il est dans ces questions-là, mais peut-être qu'on peut ouvrir à d'autres dimensions. Et c'est vrai que ça touche la question de savoir si ce n'est pas une atteinte juridique, justement, et que c'est vécu comme du non-respect, c'est peut-être là la clé. Enfin, Stéphanie, je te laisse. Merci, Françoise, pour ta question. En fait, c'est une très bonne question, puis ça montre les différents regards qu'on peut poser sur un débat qui selon la proximité, que ce débat peut... la proximité par rapport à laquelle on se trouve, là, qu'on est proche ou pas. En fait, le respect, je pense, est tout sauf évident dans cette question-là. C'est un petit peu ce que Maryse a dit aussi. Et je pense que justement, parce que c'est pour ça l'idée du cadre de Boltanski et Thévenot, c'est pas parce que c'est une fantaisie de faire travailler un cadre théorique, mais c'est que pour moi, c'est vraiment un outil approprié pour comprendre justement comment on peut comprendre une situation qui n'est pas définie de manière commune. On n'est pas dans l'universalisme, là. Je veux dire, on est dans un... C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui pleurent, qui déchirent leur chemise des deux côtés et qui sont complètement désarçonnés. Il y a de la souffrance des deux côtés parce qu'on ne sait plus ce que c'est le respect des deux côtés. Des deux côtés, on se sent atteint, méprisé dans certains cas et en bris de solidarité. Alors, l'idée, c'était justement d'éviter par souci de rigueur, puis d'essayer de comprendre de façon empathique les différentes échelles de valeurs qui pouvaient être présentes dans ce débat-là, sans me poser en arbitre puis supérieur en disant, ben là, voilà comment on se respecte ou pas. Donc, il n'y en a pas d'objet commun. Puis, je pense que dans les deux types de registres qu'on a essayé de décliner, on voit qu'il y a différentes façons de le définir, le respect, selon qu'on se situe plus dans ce qu'on a appelé le registre de l'inspiration, de l'affect, qui est tout à fait authentique. Il faut lui faire confiance pour essayer de le comprendre, là, parce que c'est la position qui s'exprime et c'est d'où l'idée d'Axel Honneth puis de ce qui était présenté dans les formes de solidarité pour essayer de comprendre comment, justement, on bâtit
cette vision-là de l'affect. Ce n'est pas l'affect flottant, c'est un affect qui se fonde sur des mortifications qui viennent de blessures sociales qui sont internalisées. Donc, c'était pour ça que la présentation d'Annette au début. Et puis, c'est ça, c'est de faire, essayer de voir à travers une mise en comparaison comment on se situe d'un plan et de l'autre. Puis je pense qu'une prochaine étape, ça va être justement de voir comment on peut créer du commun avec ça, comment on peut voir à trouver des pistes de solutions. Mais personnellement, je ne me sentais pas prête à aller tout de suite dans le mode de résolution de problèmes, mais plutôt compréhension. Merci beaucoup. Émilie Souiri. Oui. Ah, tu as coupé ton micro. Je fais l'inverse. Je me demandais en fait si on ne pouvait pas comprendre aussi ces moments-là. On parle des deux côtés, mais finalement, ce qui se joue des deux côtés, c'est pas, si j'ai bien compris, c'est pas exactement du même ordre. D'un côté, moi, si j'avais été face à cette enseignante en tant que collègue, je l'aurais invitée à prendre les choses avec une distance, en comprenant que ce qui lui arrivait, c'était le produit du poids du racisme systémique, et que si elle prenait toute cette violence en face, c'est parce qu'elle était la représentante d'un système, et que ce qu'elle vivait, elle, comme une violence faite à sa personne, c'était en fait une violence contre le système. Ça permet de désamorcer, je pense, quand même beaucoup de ce qui se passe dans ce jeu-là, parce qu'il y a des souffrances, vous avez raison, mais elles ne sont pas du même ordre des deux côtés. Et quand on a démêlé ça, je pense que c'est plus facile d'avancer. Peut-être juste rappeler que, par contre, elle n'a pas insulté, elle utilisait le concept à des fins de questionnement sur la construction identitaire des groupes qui ont été minorisés, donc les personnes noires à travers l'esclavage, etc. Donc, elle l'utilisait comme un processus, et non pas à des fins d'atteinte à la dignité, c'est-à-dire d'atteinte, d'attaque ou d'accusation ou de dénigrement plutôt des personnes. Et elle a quand même été mise à pied, donc une violence aussi qu'elle a subie, personnelle. Tu sais, c'est pas juste, moi je peux dire, pas juste le symbole d'un système blanc dominant. Elle a aussi vécu personnellement, intimement, donc affectivement et matériellement, je dirais. Et donc, il y a comme on comprend la violence systémique, mais il y a aussi comment gérer les deux types de souffrances associées dans cette situation-là, comment aborder donc ces deux types de violences, mais qui est très symbolique dans un cas, mais qui n'était pas volontairement fautif, je dirais, ou volontairement dénigrant. C'est intéressant ce que tu dis, Marie, si je peux me permettre, mais aussi Émilie, parce que c'est vrai, je pense il faut approfondir, je pense, cette question-là du type de souffrance, parce que ce que vous dites, moi, je l'ai trouvé, je l'ai vraiment vu incarné là, dans les différents discours qu'on a pu entendre au cours des derniers mois, de justement qualifier les souffrances, puis les considérer avec certaines différences. Et puis, je pense que ça peut être vécu comme ça, mais on a besoin d'outils pour la penser, parce que c'est vrai que il y a de la souffrance aussi, je pense, individuelle. Moi, je le vois, je suis au comité de la recherche de mon institution. Et puis, quand on discute, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas qui ne sont pas médiatisés, puis les concepts qu'on voit apparaître dans la sphère publique ont une influence sur notre façon de nous voir puis d'interagir. Et il y a beaucoup de cas donc, qui sont discutés là, dans les classes. Et puis, nous, on en voit beaucoup au comité de la recherche. Et il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent réellement. Puis, il y a beaucoup de cas, entre autres, aussi là, qui sont fondés sur les différences de genre et tout ça. Différences sexuelles. Je dirais que même dans mon université, c'est probablement ce qu'on voit le plus d'après ce qu'on a entendu, mais aussi des profs qui sont complètement désarçonnés, qui ont l'impression de se retrouver dans une université qu'ils n'ont jamais connue. Il faudrait trouver des façons de mieux, je pense, tenir compte des malaises et des inconforts, puis des fois des souffrances des deux côtés.
parce qu'on est tous dans le même bateau, là. Puis c'est la façon aussi d'éviter justement des polarisations puis des camps opposés, ce qui est tout à fait stérile, là, puis qui fait juste envenimer les situations. Ok, merci. En tout cas, on voit bien qu'il y a là quelque chose de l'ordre de l'irruption de cette logique de la souffrance, hein, dans une université qui était régie par cité civique et cité industrielle. Moi, ça me paraît quand même une clé intéressante pour comprendre en fait souvent les échecs aussi des réponses pédagogiques que l'université ou le corps enseignant peut faire lorsqu'elles sont du côté de l'offre de parole, de dialogue, de la rationalité. Le problème que tu mets bien en lumière, Stéphanie, c'est que cette offre de parole qui veut se situer du côté de la cité civique ou industrielle est ramenée en fait à une positionnalité, et donc il y a de nous recevoir. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que tu mets très bien en lumière. Alors, il y a Charles Mercier, semble-t-il, qui voudrait poser une dernière question, me dit Julien, qui est dans la salle. Ah oui, merci beaucoup. Françoise avait levé la main pour moi par procuration, et je la remercie. Merci beaucoup pour vos contributions, qui étaient passionnantes, et ça faisait écho en moi avec... on connaît la tâche de Philippe Ross, mais il y a aussi le roman de Jonathan Coe, Middle England, où Sophie se retrouve accusée de transphobie suite à un malentendu. Et ça faisait écho aussi, en fait, en France, il y a eu le malentendu autour des des masques noirs lors d'une pièce d'Eschyle qui ont été interprétés comme des blackface, et demande de retrait. Et donc, derrière tous ces épisodes, il y a finalement aussi un malentendu interculturel qui est au cœur de la question. Est-ce que il n'y a pas possibilité de travailler sur cette notion de malentendu interculturel pour postuler qu'un dialogue est possible et que c'est possible de comprendre que l'autre n'avait pas pour intention d'offenser, et comprendre inversement que l'autre peut être offensé en raison de ce qu'il a vécu parce que ça réactive des choses qui sont en dehors du contexte? Et est-ce que il n'y a pas des outils liés aux sciences psychologiques, à la psychanalyse, qui peuvent être aussi mobilisés pour essayer de dépassionner le débat et de ne pas l'emporter sur le terrain politique où il n'a peut-être pas vocation à aller? C'est tellement intéressant, votre question. Aviez-vous terminé? Parce que quand je vous écoute, je pense à l'idéal qui a été l'idéal des dernières années au Québec, notamment dans le cours éthique et culture religieuse, qui est actuellement en révision, là, comme l'a dit notre collègue Sivan hier. Et c'est vraiment l'objectif, justement, d'un dialogue, d'une construction, d'un vivre ensemble à partir des outils de la reconnaissance, tout ça qu'on individualise. Mais je pense que dans le contexte québécois, là, je vais vraiment m'arrêter ici là, parce que je ne connais pas assez les autres, mais qu'on a tellement été confrontés au cours des dernières années à des événements locaux et internationaux qui nous ont montré les échecs de cette promesse-là, qu'il y a une sorte de perte de confiance qui empêche ou qui rend très difficile, qui complexifie la mise en place d'un dialogue possible au plan politique. Et ça peut se répercuter dans les classes, dans certaines classes. Personnellement, moi, mes collègues de proches, je ne pense pas Maryse, des collègues qui travaillent dans notre domaine, on n'a pas vécu ce type de problème-là dans nos classes parce que ça va bien. La relation de confiance à l'échelle individuelle, à l'échelle interpersonnelle, elle se passe bien. Je pense que c'est le cas de plusieurs autres enseignants où il n'y en a pas de problème. Mais la relation politique est tellement tendue. Il y a eu la mort de George Floyd aussi aux États-Unis récemment. Il y a eu le meurtre de Joyce Echaquan, dont tu as parlé, Sivan, que tous ces éléments-là, mis dans le panier, on fait comme une sorte de trop-plein. Et puis, on a de la difficulté à dépolitiser les questions. Puis, je dirais même, en terminant, que c'est pas complètement étranger à d'autres questions du type les théories du complot en lien avec la pandémie, le vaccin. C'est cette méfiance-là, au fond, qui nous est montrée par rapport aux institutions politiques et scientifiques et universitaires. Mais merci pour votre question.